Hey, bienvenue dans le trio économique. Aujourd'hui, votre épisode préféré, le Q&A. Vous posez une question simple, Vincent y répond d'une manière très complexe. Alors, pour la première question de 30 minutes, Frank, quelle est la première sur Patreon? Ben écoute, je vais commencer. J'ai envie de commencer à tout seigneur, tout honneur. La première personne qui a posé une question. 5 piastres, pas de question sérieuse. Non, quand même. Okay. C'est Marc-Antoine, c'est le premier qui a répondu au post du Q&A. Et il dit, ça va être plus à l'historien économique Geloso. Je pense que Marc-Antoine a bien aimé. Bon, mais finalement, Yann avait raison. Il a bien aimé l'épisode qu'on a fait sur le système seigneurial. Et il dit, le Canada et le Québec étant d'anciennes colonies, peut-on penser que nous partageons certaines problématiques avec d'autres anciennes colonies dans le monde? Non, pas vraiment. Le Québec est vraiment une colonie, a été une colonie assez étrange dans comment est-ce qu'elle a été gérée. Mais aussi parce qu'il y a eu la transition entre les Français et les Anglais, ça fait que le Québec a toujours eu une sorte d'unicité en ce sens-là. Et il n'y a jamais eu vraiment de régimes coloniaux assez agressif ou hostile. Je pense encore une fois que la pire caractéristique du régime colonial qu'il y a eu au Québec, c'était le régime seigneurial. C'est vraiment le seul aspect qui a été, pour vrai, que tu peux dire, plus problématique que pour toutes les autres colonies, mais pour le reste, on a eu une législature assez tôt, on a eu des droits de propriété bien défendus, on a eu vraiment des institutions de assez bonne qualité, toutes choses étant égales par ailleurs. En fait, on a été assez gâtés et c'est pour ça que, honnêtement, que je maintiens que, oui, OK, le Québec est le plus pauvre parmi les riches, mais il est quand même parmi les riches dans le monde. Là. Je veux dire, il faut quand même jamais oublier que quand nous autres, on se plaint que le Québec est pauvre, on se plaint du Québec qui est pauvre en Amérique du Nord. Puis par rapport à son potentiel aussi. Par rapport à son potentiel, beaucoup plus qu'autre chose. Ouais. Donc, parce qu'il y avait un peu une sous-question à son affaire. Là. Il dit, je pense, par exemple, si le Québec devient un pays indépendant, est-ce que, dans le fond, je la résume un peu tout ce qui est écrit, là, mais il dit, est-ce que, dans le fond, on ferait face un peu au même défi que les pays, mettons, du nord de l'Afrique qui ont déclaré l'indépendance? Non, écoute, l'indépendance du Québec, ça ressemblerait beaucoup plus à quelque chose comme la séparation de la République tchèque et de la Slovaquie ou de la Serbie puis du Monténégro. C'est pas... mais ça serait la première fois, par contre, que deux nations se séparent avec des niveaux de richesse comme ça. Donc, ça n'arrivera pas. Je suis pas mal sûr que je suis d'accord avec Yann là-dessus. Le fait que le mouvement souverainiste insiste à vouloir être exclusivement un mouvement de gauche fait en sorte que les chances que ça se passe sont limitées. Déjà qu'il y ait que les chances sont limitées en soi. Là. Hey, mais deux choses dans ce que tu viens de dire. Premièrement, on a l'impression que depuis plusieurs années, les frontières des pays, c'est rendu quelque chose de fixe, alors que ça n'a jamais été le cas. Là. Il s'agit de regarder des fois des vidéos qui montrent l'expansion puis le collapse des empires d'un bord comme de l'autre. Historiquement, les frontières des pays, c'était quelque chose de très flexible. Maintenant, c'est quelque chose qui est assez fixe dans le temps. Puis là, tu arrives, tu te dis, ce serait la première fois, si le Québec se séparait, qu'on vit deux sociétés aussi riches qui se séparent. Mm-hmm. C'est quelle société qu'on a déjà eu une fracture de territoire comme ça qui était la plus riche avant que le Québec le fasse, mettons? Intuitivement, je te dirais que le cas, puis là, ça serait riche pour les standards de l'époque, c'était la Suède et la Norvège. Donc, les deux pays, la Norvège faisait partie du royaume de la Suède et ils se sont séparés en 1905-1906. C'était deux pays quand même assez riches, mais pas riches par les standards d'aujourd'hui, mais riches pour les standards de l'époque. Donc, en 1905, les deux se sont séparés. Ils ont nommé, les Norvégiens ont voté pour un membre de la famille royale danoise pour devenir le roi de la Norvège. Et ils sont devenus deux pays qui ont très bien réussi séparément. Mais sinon, des séparations réussies de pays avancés, là, de très riches,
Honnêtement, on est en train de faire un setup. Puis surtout des séparations pacifiques, là, parce que tu en as une qui n'est pas pacifique, ça s'appelle l'Irlande puis l'Angleterre. Ouais. Puis mon collègue Kevin Greer puis moi, on est en train d'essayer de faire ce qu'on appelle, le projet, on l'appelle Méga Québec. Puis c'est qu'on prend tous les cas qu'on a des données de PIB puis que ça a été une séparation. Puis on essaie de faire la même méthode qu'on a faite pour l'article que j'avais parlé souvent sur le Québec, que j'avais fait avec Kevin pour essayer de le généraliser. Puis on essaie de faire une catégorisation réussi, pas réussi, pacifique, pas pacifique. Puis on arrive que le résultat pas mal jusqu'à maintenant, c'est que si c'est une séparation pacifique, il n'y a pas vraiment d'effet. Puis ça fait du sens parce qu'il faut que tu convainques les gens. Fait qu'il faut que tu minimises les coûts de la transition par définition. Mais dès que c'est des séparations non pacifiques, c'est l'enfer. Par pacifique, est-ce que tu entends juste le fait qu'il n'y a pas d'affrontement armé ou de style Je veux dire démocratique. Je veux dire démocratique, c'est bon. Pas de mouvement terroriste, pas de séparatistes kurdes ou séparatistes de Basque. C'est qui vient en tête, par exemple, les derniers qu'on a eus de ce côté-là? Tu veux dire pacifique ou démocratique? Ou, le République tchèque puis la Slovaquie, c'en est un. C'est pas mal celui qui est qu'on a le plus de données disponibles. La Serbie puis le Monténégro aussi. C'en est un, je dirais pas parfaitement pacifique, là, parce qu'il y avait quand même des grosses tensions raciales dans le décor, mais c'était quand même beaucoup plus pacifique que la moyenne des autres affaires, alors que tous les mouvements séparatistes qui réussissent ou non, avec violence, c'est particulièrement dommageable. L'Irlande a souffert énormément de ça, mais c'est pas juste des fois dans le comment la séparation se fait, puis qu'il y a comme de la distorsion au moment de l'acte de séparation, c'est que la violence elle-même change les institutions. Puis après, tu peux te retrouver avec des pires institutions que tu avais avant. Donc, par exemple, dans le cas de l'Irlande, tu as eu une guerre civile qui a suivi à cause du désaccord sur comment... Parce que les Irlandais, en gros, ont fait des insurrections contre les Anglais. Les Anglais ont finalement capitulé. Ils ont demandé à ce que l'Irlande devienne, à toute fin pratique, un Dominion. Donc, c'était connu comme le Irish Free State. Et les républicains irlandais refusaient ça, ont entré dans une guerre civile avec les gens qui voulaient avoir le Free State, même s'ils avaient une relation un peu comme le Canada avait initialement avec la Grande-Bretagne, qu'on n'avait pas contrôle sur notre politique étrangère à toute fin pratique, qu'il y avait encore un lien de dépendance alors que les républicains voulaient le casser au complet. Tu combines ça, il y a eu une guerre civile. La guerre civile a affecté énormément les institutions après. Puis l'Irlande, jusqu'à 1960, c'est vraiment... Quand je dis que le Québec, c'était le pauvre des riches, l'Irlande, c'était le pauvre, vraiment pauvre, des pas si riches que ça. Ouais, c'est ça. C'était vraiment une histoire d'échec. Puis d'ailleurs, c'est quand même assez impressionnant que, tu sais, quand les gens, quand ils ont fait leur libéralisation des années 80, c'est la plus grosse libéralisation qu'il y a jamais eu. Baisse d'impôts, réduction de la taille de l'État. Puis l'Irlande a cru pendant une décennie à peu près à 10% par année. Tu sais, méga rattrapage. Méga rattrapage. Méga rattrapage. Puis l'Irlande, maintenant, il n'y a personne qui appellerait ça un pays pauvre. Alors que tu pouvais carrément le mettre dans les pays en voie de développement, mettons, vers 1960. Tu pouvais être un peu cruel en disant ça, mais c'était pas une place riche, là. Parce que, tu sais, on ne peut pas compter parce que, j'essaie de passer les exemples que j'avais en tête, puis tout ce qui est des anciens pays, tout ce qui est pays qui est soit devenu ou redevenu un pays à cause de l'effondrement de quelque chose, on ne peut pas rentrer ça là-dedans parce qu'il n'y a pas eu de processus. Comme les Soviets, là, dans le fond. Ben, c'est ça, tu ne peux pas rentrer l'Ukraine là-dedans, mettons. Là, c'est juste parce que l'Union soviétique s'est effondrée, c'est pas un processus d'indépendance porté par un mouvement séparatiste ou quelque chose comme ça. C'est juste parce que... Puis on pourrait prendre la même affaire avec les pays de l'ancien Empire ottoman puis tout ça. C'est pas des... Je pense pas que, tu sais, c'est peut-être des exemples des fois qui viennent en tête un peu, mais je pense pas qu'on peut rentrer ça là-dedans parce que c'est pas la même chose. C'est comme un truc supranational qui s'effondre. Fait que c'est pas la même chose qu'un pays qui a un territoire qui fait partition. Oui, non, je ne saurais pas comment les appeler, mais en gros, quand je parle séparation, c'est vraiment qu'il y a un mouvement dans le pays initial qui est pro-indépendance et il utilise soit des moyens démocratiques, soit des moyens que je juge, moi personnellement, moralement illégitimes, parce que toute utilisation de la violence, même si
contre un oppresseur. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai même une certaine réticence à l'utilisation de la violence. C'est pour ça que même quand quelqu'un a une cause justifiable, des fois, ça ne veut pas dire que la violence est justifiable en soi. Mais je dis, on les divise comme ça, puis après ça, on divise ensuite. Est-ce que tu as réussi ou pas réussi à faire ton indépendance? Puis réussir ou pas réussir, ça n'a pas un effet gigantesque, soit dit en passant. Donc, le seul exemple qu'on a qu'une indépendance réussit à améliorer le niveau de vie, c'est l'exemple de la Serbie puis du Monténégro. Avant qu'on passe à la prochaine question, j'avais préparé un petit fait économique qui était intéressant à ajouter au trio. Le pays le plus populeux de la planète présentement n'est plus la Chine, c'est rendu l'Inde. Alors, les temps changent. Petite note là-dessus, je suis pas mal sûr que ça prédatait de ça. Parce que la Chine, elle manipule tellement ces données. Oui, exactement. C'est incroyable, la quantité de manipulation des données qu'il y a en Chine. Moi, je pense qu'ils n'ont aucune idée combien de monde vit là-bas. Non. Le PIB est monté de 6% cette année, Vincent, en Chine? Non. Non, mais tu comprends le genre, eux autres, c'est... La réponse, c'est peu importe ce qu'ils me disent, je ne le sais pas. Je les trosse pas. Puis, on avait parlé de l'article sur les lumières la nuit, là. Puis, comment est-ce que les dictatures... si tu enlèves la Chine, la moyenne baisse en maudit de l'effet. La taille du mensonge, si tu prends le mensonge moyen parmi les dictateurs, c'est comme 30% le mensonge moyen d'exagération du PIB, quelque chose comme ça. Tu enlèves la Chine, ça tombe à comme 15%. OK, c'est des solides menteurs. C'est des menteurs. Je ne sais plus c'est quoi les proportions, mais tu pouvais remarquer que la moyenne, la Chine n'était pas le menteur moyen. Maintenant. Mais tu sais, tu fais juste... tu dis souvent, Vincent, c'est tout le temps une question d'incitatif. Faites juste regarder dans les pays démocratiques comment ce truc-là existe aussi. Puis imaginez-vous ce que les gens qu'on a présentement feraient ou quelle tentation il y aurait si on n'avait pas de backstop, de contre-pouvoir, d'élection, tout ça. Je pense entre autres à, mettons, au Québec, même quand ça va mal, ils vont prendre le chiffre de chômage ou par rapport à l'Ontario, tout ça. Ils vont toujours trouver une manière de vendre. Ça, c'est des politiciens. C'est pas les collecteurs de statistiques qui sont menteurs dans ce cas-là. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est imagine, ils ont déjà cette tentation-là. Imagine si on était dans un pays autoritaire où eux avaient le contrôle sur ceux qui prennent les statistiques, tout ça. Oui. C'est incroyable comment ils fouilleraient là-dessus. Là. Christopher Freeland qui nous dit mais c'est pas grave, on a le plus petit déficit du G7. Je pense qu'elle ferait si elle avait les pleins pouvoirs sur le volant, cette madame-là. Écoute, j'ai envie de chercher rapidement, puis là, c'est pour vous donner une idée. Là. Census of 1937 en USSR. C'est comme un. Là, c'est un truc vraiment weird, là, mais il y avait eu un recensement en URSS et qui avait montré pas une aussi grande croissance de la population que Staline voulait. Et Staline était vraiment fâché. Fait qu'il est passé dans le ministère de la collecte des statistiques. Au goulag! Il y a beaucoup de monde qui se sont retrouvés au goulag. Mais le recensement avait tellement été un flop que ils ont été obligés de le refaire ou quelque chose comme ça. J'oublie les détails. Mais Staline était fâché, là. Puis c'est rendu un exemple. C'est ça, regarde. Écoute, je vais dire le passage. In March 1937, the four main statistical professionals working on the census, blah, 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 il les nomme, were arrested and imprisoned. Soon, they were joined by the chief statistician, Ivan Graval, and the chief of most of the regional statistical centers. Et là, executions followed. Ben voyons donc. Oh oui, c'est vraiment... Ils ont tiré le matheux qui s'occupait du recensement. Oui, ben c'est ma collègue Natalia Nomenko qui me parlait de ça parce qu'elle a écrit sur la famine en Ukraine et elle parlait des recensements qu'elle utilisait. Elle m'a conté les histoires que tu ne peux pas truster. Le recensement qui a suivi, celui de 1937, parce que Staline a vraiment participé à l'élaboration. Hey, mais tu sais, mettons, c'est toi qui es responsable de celui après l'exécution du gars, ton prédécédent. C'est genre, quel chiffre tu veux, Joseph? Pour vrai, j'aurais été le voir. J'ai dit, regarde, dis-moi ce que tu veux voir, là, puis je vais le faire. Okay? Est-ce que ça a pris un certain temps avant? Parce que moi, c'est mon impression, là, avant que les économistes et les chercheurs de toutes sortes de disciplines se rendent compte ou admettent que les dictatures mentaient. Parce que moi, je me souviens d'avoir lu... Non. Mais moi, du niaisage. Mais moi, je me souviens d'avoir lu un bouquin d'un gars qui était dans le gouvernement américain dans les années 60, là, qui s'appelle Walt Whitman Rustow. Ou Rustow. Et lui,
Et lui, il avait écrit un bouquin qui s'appelait The Process of Economic Growth dans les années 50. Puis dans le livre, à un moment donné, il est complètement presque en admiration devant les taux de croissance en URSS. Puis là, il est comme, mais comment c'est possible, genre, qu'il y ait autant de croissance que ça? Comment ça? T'sais? Puis lui-même était était un anticommuniste. Il disait pas ça parce qu'il voulait importer ça aux États-Unis. Mais je me souviens d'avoir lu ces passages-là où il non. Il y a quelque tu chose. dis anticommuniste, mais ça, c'est de la bullshit. Je viens de partager un livre. Si les auditeurs veulent lire là-dessus, ça va donner vraiment un aspect grand public de c'était quoi la profession en Development Economics dans les années après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 80. C'était borderline de l'autoritarisme. L'idée, c'était que nous, on le sait, nous, on développe, puis nous, on a les plans, puis c'est à nous de rentrer avec nos gros sabots puis de planifier la société. Celui qui a gagné le prix Nobel avec Hayek en 1974, Gunnar Myrdal, c'était un gars qui avait écrit un livre qui s'appelait The Asian Problem. Puis un des problèmes, c'était que les Asiatiques étaient culturellement trop disposés à faire des trop grosses familles, puis que ça faisait qu'ils avaient des problèmes de surpopulation, puis qu'il fallait qu'il y ait des mesures de contrôle de la population. Tu avais vraiment un discours parmi les économistes à cette époque-là qui était c'est non seulement que le planisme, c'est bon, c'est peut-être que le communisme est bon, mais si on peut avoir du planisme démocratique, ça serait super. Puis, c'est ce que je veux dire. Il se disait anticommuniste, mais c'était dans State pas, mais ce l'était pas quand même. Là. C'était des gens qui avaient vraiment une petite adulation avec l'autoritarisme. Et ils croyaient à ça. C'est ça que je veux dire. Toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est que tout le monde sait que dans le régime communiste ou tout ça, tu regardes les stats officiels, tu fais bon, OK, ça, c'est manipulé, c'est de la bullshit. Mais moi, je me rappelle, ça m'avait. Puis, je connaissais moins de trucs qu'aujourd'hui quand j'avais lu ça, là, mais je me souviens de m'être dit, voyons, il croit dessus ça pour vrai. Ben écoute, il y a quelque chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que dans le monde financier, Frank, c'est impressionnant comment que malheureusement, on prend ces chiffres-là pour des vérités, dans le sens, quand tu regardes les articles de presse dans le monde financier. Les chiffres de la Chine sont sortis, blablabla, voici les impacts que ça a, puis tout ça. Puis, moi, je commence un article qui a des chiffres de la Chine comme dans les hypothèses ou qui expliquent un peu qu'est-ce qui se passe. Ils prennent les chiffres fournis par le Hamas pour de la vérité, ça te donne une idée. Là. Non, c'est ça. Ça, c'est le bout. Ça, c'est le bout qui m'impressionne le plus. Je ne crois pas que ça a un impact sur les marchés tant que ça, parce que je pense que globalement, on est moins stupide qu'un journaliste va le laisser pareil dans un article. Moi, personnellement, je ne prends pas de décision d'investissement ou pas sur des chiffres chinois. Là, non, c'est fait, effectivement. Écoute, j'aime la question de Jean. Il dit, petite mise en situation, il dit « La nièce de ma compagne est arrivée avec une affirmation que je n'avais jamais entendue de ma vie. Elle disait que nous étions en train de vivre la chute du capitalisme et que la seule façon pour le capitalisme qu'il soit efficace, c'est qu'il doit fermer ses frontières avec tous les autres pays. Pour moi, cela n'a aucun sens, mais j'ai fini par manquer d'arguments, étant simplement un professionnel, tandis qu'elle a fait ses études à l'Université Laval. Avait-elle raison de dire ça ou d'où vient cette idée? » Chute du capitalisme, prise 9276. C'est pour vrai, là, on a déjà été dans ce film-là, puis c'est la même scène plusieurs fois. C'est pas la première fois que je l'entends, puis c'est... Faut virer le graphique à l'envers pour voir le capitalisme chuter. Oui, puis d'ailleurs, les gens qui parlent de capitalisme aussi, le gros problème, puis ça revient à quelque chose qu'on a dit comme 5000 fois, il n'y a personne qui savent qui est capable de le définir. Il n'y a personne. Puis généralement, ceux qui s'en servent, là, puis tu remarqueras, les auditeurs vont remarquer que les trois ici, on n'utilise pas tant que ça le terme, autre que pour faire référence à ce que les autres semblent dire de ça. Mais demandons à ceux, genre de l'IRIS, de nous définir le capitalisme. Puis fondamentalement, ce qui va arriver comme réponse, ça va être ce que je n'aime pas. Puis d'accord, il y a bien des choses que j'aime pas. Fait que si le capitalisme, c'est les choses que j'aime pas, ben le café Déca, c'est dans le capitalisme. Tu peux avoir les définitions que tu veux. Fait que, pour répondre à la personne, je ne sais pas qu'est-ce que l'autre personne veut dire. C'est possible qu'elle a en tête quelque chose, genre, souvent les gens vont penser capitalisme comme du corporatisme ou des choses comme ça, alors que c'est pas de l'entreprise, c'est pas du libre marché, ce que tu penserais que les gens aiment moins. En quelle année, Vincent, le capitalisme est-il devenu sauvage? Mais ça, c'est une question que je m'attends d'un chercheur de l'IRIS. Non, mais tu sais, le capitalisme à la base, c'est que si tu remontes vraiment à loin dans le temps,
c'est la possibilité, puis ça vient un peu de la monétarisation, c'est la possibilité d'accumuler une forme de capital, puis de pouvoir de te servir de ça éventuellement dans développer d'autres projets. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça vient un peu de ça, l'idée du capitalisme. C'est qu'avant ça, là, mettons, tu remontes Cro-Magnon, là, vraiment, tu remontes vraiment loin. Là. On faisait juste du troc. C'était dur d'appliquer une forme de capitalisme avec du troc parce que l'accumulation d'une ressource. Ouais, tu peux accumuler des grains, accumuler des chèvres, c'est plus dur. Je te dirais que c'est plus une question de littérature imaginaire et populaire. Parce que si tu peux remonter aussi loin que tu vas en arrière, il y en avait du capital. La terre, c'est une forme de capital. Mais tu sais, des bateaux, c'est du capital. Des outils agricoles, c'est du capital. Je pense que ce que les gens ont en tête, c'est qu'ils s'imaginent un livre de Charles Dickens dans lequel tu vois les usines, tu vois les grosses machines, tu vois les machines des spindles pour le coton, tu vois les moteurs pour des générateurs d'électricité, tu vois les turbines. Puis là, je pense que c'est ça que le mot est vraiment lié à cette espèce d'idée-là, que c'était un type de capital. Pour les économistes, c'est pas important c'est quoi du capital, c'est juste, est-ce que c'est un outil qui complémente le travail d'un travailleur? L'affaire, ce que j'essaie le plus de dire, dans le fond, c'est la configuration de base de l'humain dans une société, c'est la liberté, c'est le libéralisme d'une certaine façon. Tu sais, c'est comme, on l'oublie, là, mais je veux dire, on a toujours été très, 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 très libre quand tu remontes au tout début, là, dans le sens que qu'est-ce qui fait qu'on décide de trader avec notre voisin? C'est que lui, il est bon pour fabriquer des outils, toi, tu es bon pour aller cueillir des fruits dans le bois. Là. Moi, je te dirais que je comprends ton point de vue, puis je ne le partage pas pantoute sur cela, parce que dans la manière dont je le vois de l'inverse, c'est que l'État a toujours été. Tu remontes les origines du néolithique, puis tu remontes jusqu'à aujourd'hui. C'est l'inverse. C'est une lutte constante pour contraindre l'État. Les premiers États qui apparaissent en Mésopotamie, mais aussi dans d'autres régions, parce que l'invention de l'agriculture sédentaire, l'agriculture sédentaire, c'est la chose que l'État a le plus adoré parce que les gens ne se déplaçaient plus et que toute leur richesse était immobile et donc plus facilement saisissable. Les États émergent parce que maintenant, ils sont capables de mieux saisir les ressources des gens. Et le débat, c'est toujours comment est-ce qu'on en fait pour avoir des États qui sont ceux qui font les choses que l'État devrait faire et pas les choses que l'État ne devrait pas faire. Et donc, pourquoi est-ce que c'est la Grèce antique qui est la première place qu'on voit une efflorescence incroyable? C'est parce que la Grèce antique, la géographie de la Grèce antique fait en sorte que c'est très difficile de consolider un empire en Grèce. C'est très difficile d'approprier les ressources de l'autre parce que souvent, c'est des ressources en capital humain. Donc, comment tu utilises le marbre dans cette région-là? Donc, si tu faisais la conquête de la ville à côté, tu es Athènes qui conquiert Corinthe, ben, tu ne peux pas facilement saisir la richesse en plus de Corinthe. En plus que c'est très coûteux à cause de la géographie de contrôler ton empire. Ben, le fractionnement de la Grèce fait que la liberté en Grèce, c'est la chose qui apparaît, que tu as des droits de propriété qui émergent, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, mais que c'était une bataille constante de ça pour monter à travers le temps, pour créer des institutions qui... Ben, je ne suis pas le plus grand fan de ce livre-là de Murray Rothbard que Frank vient clairement de mettre à l'écran, mais c'est quand même un maudit bon livre parce que le point, c'est que la nature de l'être humain, c'est de chercher à acquérir des libertés de l'État et la nature des acteurs qui veulent participer à l'État, c'est de les enlever parce que l'État, lui, voilà de même. Tout le monde maximise, tout le monde est efficace dans son comportement, mais si je suis celui avec le gun, j'ai intérêt à façonner tes choix de manière à ce que ça me profite à moi. Ben, Rothbard, en gros, dans le bouquin, là, puis là, je le simplifie vraiment à l'extrême, là, mais vous pouvez le retrouver facilement, même, je pense, même gratuit en ligne. Tu peux le télécharger en PDF sur le Mises Institute pour le lire. En gros, ce qu'il dit dedans, à un moment donné, c'est, puis je le paraphrase, là, puis je coupe le cours un peu, là, mais grosso modo, ce qu'il dit, c'est les humains, à un moment donné, s'organisent, pendant le bout, commencent à devenir sédentaires, s'organisent en petits villages, en petits groupes, et il y a des gens qui pillent les villages. Donc, il y a des gens des autres villages qui arrivent avec des chefs, des chefs de guerre, entre guillemets, là, qui arrivent, ils pillent le village d'à côté. À un moment donné, il y en a qui se disent, ben, pour aller voler les ressources des villages à côté,
ça serait quand même beaucoup plus simple qu'au lieu de les attaquer tout le temps, subir des pertes humaines, me faire tuer des hommes, tout ça, ça serait beaucoup plus simple que je devienne le seigneur du village ou le roi de ces gens-là, que je m'installe et que je fasse juste les protéger en échange de ramasser une partie de leur gagne-pain, de ce qu'ils produisent. Donc, ça a la naissance des États est toujours en lien avec la sécurité d'habitude. Absolument. Yep. Ben, c'est ça qui explique là-dedans. C'est plus simple, c'est plus compliqué que ce que je viens de dire, là, mais pour donner une idée très simple, c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que c'est amené. Mais je ne comprends pas non plus là, dans la question le bout où elle présuppose que le capitalisme fonctionnerait juste dans un système protectionniste. En fait, ça me semble c'est clairement quelqu'un qui est probablement en sociaux ou en sciences politiques puis qui a très confond peu de base. Corporatisme ou mercantilisme avec entre libre marché. Pour que ça soit clair, mercantilisme, protectionniste, c'est l'idée que l'État doit aider l'entreprise privée pour créer de la prospérité. Faisons l'exercice inverse. Ce serait quoi le capitalisme en déclin? Ce serait de la décroissance? Ben, si tu veux savoir c'est quoi le capitalisme, entre guillemets, tu regardes qu'est-ce qu'on fait de ceux qui voulaient l'abolir. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui voulaient l'abolir? Ils voulaient collectiviser, nationaliser les moyens de production. Donc, ce que tu comprends, c'est que, selon la définition classique, un système capitaliste, c'est un système où les moyens de production sont privés, appartiennent non pas à l'État, mais à des individus ou à des groupes d'individus. Ou pas assez à l'État. Oui, c'est ça. Mais là, il y a des degrés différents là-dedans. Donc, parce que là. Il ne faut jamais se souvenir que dans leur tête, dans leurs esprits assez malsains et petits, Mussolini et Lénine haïssaient le même ennemi qu'ils n'étaient jamais capables de définir, mais que c'était une bonne idée de ne jamais définir parce qu'un ennemi vague te permet de toujours mettre plus de gens dans le sac. Mais en fait, la réalité. Ils haïssaient le capitaliste tous les deux, c'est juste que les deux avaient deux manières de vouloir le tuer. Mais, mais sans aller trop loin, sans divaguer, on reste vraiment focus sur la question du monsieur qui nous a écrit. Là. Jean, ce qu'il veut savoir, c'est comment il fait pour lui répondre. Mais à la base, la façon de répondre à sa nièce est relativement simple. La prémisse est fausse. Le capitalisme n'est pas en déclin. La façon, je pense, que tu aurais de lui répondre, c'est la chose suivante. Fais-moi la démonstration que le capitalisme est en déclin. Ensuite, on va pouvoir voir si on parle des mêmes choses. Parce que quelles sont les preuves, par exemple, qu'on aurait en 2023? Puis faisons l'exercice, allons de l'autre côté de la clôture. Quelles seraient les preuves en 2023 que le capitalisme est en déclin? Ben, on pourrait dire que l'État prend de plus en plus de place dans la production de services ou de biens. Fair enough. Mais outre ça, je veux dire, on est dans une époque de croissance économique. On est dans une époque de croissance de productivité. On est dans une période d'enrichissement. Puis même, surtout si on le regarde du point de vue planétaire, là, si on sort justement des nations, tu dis il y a de plus en plus de gens qui sortent de la pauvreté chaque jour. De quelle façon peut-on démontrer que le capitalisme serait en déclin? Ça n'a pas rapport. Cette prémisse-là est juste complètement fausse. Sauf si pour démontrer quelque chose, tu inventes une entité imaginaire qui n'existe pas. C'est en général ce qu'ils font, ces gens-là. C'est comme quand ils parlent de néolibéralisme. Toi, t'es comme, mais vous parlez de quoi, en fait? Est-ce que je peux savoir de quoi vous parlez? Mais tout ce qu'ils disent fait parfaitement de sens si tu acceptes l'existence, si tu acceptes la prémisse première qu'il existe une telle chose que les néolibéraux, tout ça. Mais toi, tu te dis, ouais, il y a juste un problème dans tout votre édifice, les amis théoriques, là, toutes vos affaires. C'est juste que ce que vous parlez, ça n'existe pas. C'est un peu comme si tu es un théologien scolastique du Moyen-Âge, tu discutes des preuves de l'existence de Dieu, toutes sortes de trucs-là. C'est bien le fun, mais si toi, tu es athée, ça te parle pas bien. Tu regardes ça et tu te dis, ouais, c'est bien le fun, là, vos affaires, vos démonstrations sur les anges, puis Dieu, puis tout ça, mais moi, je suis athée, je crois pas à ça. Là, l'édifice, il vient un peu de s'effondrer. Faut que ils partent en fait sur des trucs. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est qu'elle a une image mentale de ce qu'elle s'est imaginé que ce que ça voulait dire. Mais en fait, ce dont elle parle, ça n'existe pas. Un peu comme les gens de gauche qui sont comme c'est là que... hey, le capitaliste est l'affaire, puis en fait, dans leur tête, ils parlent de Fitzgibbon. Puis toi, t'es comme, ben, ça, c'est pas vraiment du néolibéralisme. C'est pas mal genre le classique du crony.
c'est pour ça que je dirais que je ne partage pas la réponse de Yann, parce que depuis, disons, 1870, l'État est en constante croissance dans les sociétés industrialisées. L'État grossit, prend une part de plus en plus grande. C'est stabilisé peut-être depuis les années 70 un peu, mais a recommencé à augmenter depuis la pandémie. Donc, sur cette définition-là, le capitalisme serait en déclin. Donc, c'est-à-dire que l'espace des libertés des gens est à la baisse. L'État prend de plus en plus. Donc, ma question, moi, c'est pour ça que je préfère la question, de quoi tu parles? Quelle est la chose que tu essaies de définir? Est-ce que tu as une idée, c'est quoi le capitalisme? Es-tu capable de me le définir de manière cohérente et consistante à travers le temps? C'est ça. Parce que pour vrai, si c'est de la manière dont Yann vient de le dire, je ne suis pas aussi optimiste. Ce que je suis surpris, c'est qu'on ait résisté autant à la croissance de l'État, puis que la croissance économique a été capable d'être aussi importante en dépit des choses que l'État fait. Il y a certaines choses que l'État fait qui sont positives. Puis je pense que la question, c'est toujours de savoir c'est quoi le meilleur État possible. Mais ça, c'est la raison des contraintes que j'arrête pas toujours de répéter, puis répéter, puis répéter, puis répéter, comme un vieux disque brisé, mais c'est parce que j'ai raison, fait que j'ai le droit de répéter. C'est quoi qu'on aurait besoin? C'est quoi qu'on aurait besoin dans la société? Plus de gens qui ont à intervenir avec un fonctionnaire une fois dans leur vie. Les entrepreneurs, là, ils sont tous à droite, ou presque tous à droite. Pourquoi vous pensez? Parce qu'on deal souvent avec les fonctionnaires. Oui, mais les entrepreneurs aussi, souvent, t'en as qui demandent des subventions. Non. Je pense pas que c'est un remède. Moi, quand je parle d'entrepreneurs, je parle pas des gars des grosses business qui couchent avec le gouvernement. Je te parle du 98% de petites et moyennes entreprises qui n'ont aucun lien avec le gouvernement. Là, c'est une merde par un fonctionnaire. Ouais. Mais t'en veux-tu un exemple de petites entreprises qui étaient là pendant longtemps, qui dealaient souvent avec des fonctionnaires? Les agriculteurs. Les agriculteurs sont les premiers demandeurs de protectionnisme. Oh oui, je sais, mais je te dis pas que cette affaire, Vincent, c'est dans le monde réel. Là, quand tu parles à beaucoup d'entrepreneurs, ils sont tous contre l'État. Puis la raison pourquoi ils sont tous, c'est qu'ils ont tous à intervenir avec eux autres. C'est sûr que la journée, il y en a un qui reçoit une subvention, il est bien content, mais ces subventions-là ne sont jamais pour la petite entreprise, ne sont jamais pour la moyenne entreprise non plus. Parce que le but de la subvention, c'est d'avoir une photo. Donc, il faut que tu aies atteint un certain degré de notoriété comme entreprise suffisant pour pouvoir donner toute la notoriété que le politicien a besoin dans ses mains. Il y a deux moyens d'y arriver. C'est soit la grandeur d'une entreprise ou l'impact économique de cette entreprise-là ou encore le domaine de pointe qu'elle va avoir. Si tu es dans un domaine très sexy présentement pour le dit politicien, tu vas te faire graisser à la patte. Ouais. Je veux dire, dans le monde normal, puis on est une économie de PME. Là, 98% des entreprises n'ont pas 100 employés. Là. C'est énorme la quantité de PME qu'on a. Quand tu parles à des entrepreneurs, hey, fuck that shit. Il n'y a personne qui est en faveur du gouvernement là-dedans. Ils ont tout à dire. À toutes les fois qu'ils dealent avec le gouvernement, ils ont pas mal moins de chèques, mais ils ont beaucoup d'obstacles. Pas beaucoup de chèques, beaucoup d'obstacles quand tu deals avec le gouvernement et tu es un chef d'entreprise. Fait que, à un moment donné, ce qui arrive, je pense, qui permet à l'État de grossir autant en proportion, sans trop d'embûches, c'est que monsieur, madame, tout le monde ont à peine à intervenir avec l'État. En fait, je l'ai dit souvent, le gouvernement a commis des erreurs majeures dans la pandémie parce qu'il a réveillé l'ours. Il ne l'a pas laissé dormir. À un moment donné... Oui, mais ça j'adhère plus à ça, la mémoire, genre... Tu sais, je suis sûr que l'inflation qu'on a présentement ne serait pas là s'il y avait plus de gens des années 70 qui ont vécu l'inflation des années 70 qui étaient encore en vie. La mémoire du passé, des fois, là, c'est vraiment un bon check sur les niaiseries présentes. Parce que présentement, là, le nombre de gens qui disaient des affaires, j'étais là, je te jure que je peux retourner dans la presse en 1970 puis trouver la même petite clip que tu as dit maintenant. C'est la même quote mot pour mot. Ça revient à la discussion qu'on avait eue quand il y a eu la CAQ, dans un power trip, voulait faire, a fait annuler la conférence du mouvement religieux qui venait au centre des congrès et que les seules personnes,
seule personne excluant les gens peut-être qui nous écoutent puis nous autres, là, mais parlons dans ceux qu'on connaît qui interviennent dans la sphère médiatique. Les seuls qui ont intervenu sont comme par hasard des bonhommes qui ont pas loin de 70 en montant. Oh, et puis que leurs parents leur ont parlé de la Deuxième Guerre mondiale, puis des nazis, puis des communistes. Oui, puis aussi qui ont connu, genre, sont allés au cégep dans le début du cégep où ils ont fait leur cours classique, puis ils ont connu, genre, les livres que tu n'avais pas le droit de lire parce que ça faisait de la peine au gouvernement ou ce genre de trucs-là. Si c'est vrai, hein, il y avait un index au Québec de livres pendant très longtemps. J'oublie quand ils l'ont arrêté, là, mais il y a eu ça pendant longtemps. Puis quand tu sais pas ça ou que tu n'as pas vécu ça, c'est comme... tu te retrouves avec Jérôme Landry. C'est ça. Et tu n'as pas de... Comment je pourrais dire ça? Moi, personnellement, honnêtement, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que je n'ai pas besoin d'avoir vécu de quoi pour me le conceptualiser mentalement. Mais on dirait qu'il y a des gens qui, s'ils n'ont pas vécu... ils n'ont pas vécu un certain contexte, c'est comme si ça n'existait pas dans leur tête. Écoute, Frank, l'exemple parfait pour appuyer ce que tu dis, c'est présentement, tout le monde pense que les taux d'intérêt sont élevés. Vincent, est-ce que les taux d'intérêt présentement sont élevés d'une manière historique? De manière historique, je te dirais non, pas particulièrement. C'est la moyenne. Mais aussi, c'est quoi un taux d'intérêt élevé? Techniquement, là, tu pourrais avoir un taux d'intérêt à 0% puis ça pourrait être trop haut. Parce que ce qui compte, c'est toutes les autres affaires dans le reste. Complique une réponse simple, man. Oui, mais c'est parce qu'ils ne savent même pas. Mais ça c'est quelque chose que tu apprends. Non, tu dis que je complique. Mais ça, là, si tu es un commentateur dans les médias, ce que je viens de dire, c'est quelque chose que tu as dans ton cours de première année de macro. C'est-à-dire que si tu es un journaliste, ça fait partie... vraiment qu'il y a du monde dans les médias qui ont fait de la macroéconomie, toi? Là? Dans ceux qui font des commentaires, ça devrait faire partie de la culture générale, ce que je viens de dire. Ça devrait faire partie de la culture générale. C'est comme de savoir que, tu sais, comme le meme qu'on s'était partagé en privé basé sur Friend, la fille qui dit « libère », puis là, l'autre, il répond, puis il essaie de traduire, puis quand il dit « libertarien, extrême droite ». Ouais, c'est ça. Il y a des gens, ça fait partie de la culture générale que tu ne peux pas classifier les libertariens très facilement. Si tu veux sursimplifier, d'accord, mais tu ne peux pas sursimplifier comme ça parce qu'ils n'ont pas d'alignement avec du protectionnisme ou du nationalisme ethnique. Fait que, je veux dire, culture générale des journalistes, que je viens de dire, je sais que ça avait l'air d'être complexe, là, mais ça fait partie de ce que quelqu'un qui parle aux gens devrait avoir comme culture générale. Restons à la base, OK? Ça appuyait les dires de Frank. Présentement, les gens pensent que les taux d'intérêt sont élevés, alors qu'historiquement, ils sont sur les moyennes, OK? C'est ça que je voulais dire. C'était simple. Ben, même là, ça devrait faire partie de la culture générale. C'était ça mon point. Écoute, passons à une autre question. Passons à une autre question. Mario qui pose une question courte. Il dit, si le Québec était indépendant, serait-il capable de fonctionner avec une dette cumulée de plus de 600 milliards? Donc, il dit dette du Québec plus 22,3 % de la dette du Canada. Non, c'est 17 %. C'est pas 22 %. Les péquistes vont te le dire. C'est mais qui a été utilisé dans votre document. J'ai oublié le chiffre précis, mais c'était pas le 22 de la population. La raison, je pense que c'était 17,9, quelque chose de même, mais pas important. Mettons 17. Il y a des conventions internationales sur la séparation des États qui est faite par les Nations unies. Puis la question qui est le critère qui est établi, c'est que c'est la part des actifs. Tu pars avec tous les actifs que tu pars avec, tu pars aussi avec la même part des passifs. C'est ça la règle internationale. Okay. Fait que c'est pas la règle, c'est pas le prorata de la population. C'est quoi les actifs du Canada? Mais mettons que c'est pas 600... je veux juste revenir à la question. Là, mais mettons que c'est pas 600 milliards, puis c'est 520. Là, ou 550. Là, mais même, peu importe le montant, même avec le 17 % ou le 520 ou 600, le Québec ne peut pas vraiment rester à ce niveau d'endettement-là. Oui, c'est ça la question. Ou sans se commettre à faire, à sortir une chainsaw, puis d'aller dans une manifestation, puis d'aller avec la chainsaw, puis dire c'est ça que je vais faire avec les finances publiques, c'est ça que je vais faire avec les finances publiques. Il n'y a pas vraiment le choix parce que tu une nouvelle dis à PSPP ou à des péquistes quand vous avez discuté de ça, est-ce que tu leur as dit qu'il fallait qu'ils sortent une chainsaw pour être crédible? J'ai pas dit la chainsaw parce que l'image n'était pas encore disponible pour parce que moi. PSPP avec une si elle avait été disponible, j'aurais dit tu mets une chainsaw sur la table, tu dois te commettre à couper des pentes. Mais j'ai dit qu'il fallait, sans utiliser cette image absolument glorieuse, pour vrai, de comment
comment gérer les finances publiques, j'ai quand même dit qu'il fallait qu'ils se commettent très clairement et très crédiblement à réduire les dépenses. Ils l'ont pas fait. Écoute, après la publication du budget, je trouve qu'il y a très peu d'efforts qui ont été faits pour mettre l'emphase et l'accent sur le Told you so. Crédiblement. Told you so. Ben, ils ont concentré beaucoup sur... T'as le droit de dire que j'ai raison des fois. Hein. Mais t'as tort. Mais pour vrai, encore une fois, c'est la chose que je dis. La réalité n'est pas optionnelle. Il n'y a aucune manière qu'un Québec souverain démocratique. C'est sûr que si c'est pas démocratique, ça m'étonnerait que ça ne soit pas démocratique si ça se passait. Hey, mais on est bien trop gainé pour faire ça à main armée, une séparation. Mais pour vrai, il n'y a aucune chance qu'il n'y ait pas des contractions massives des dépenses publiques. T'imagines-tu vraiment le Québécois prendre les armes pour sa séparation? Oublie ça. Ça s'est passé en 1837-38. Oh, hey, wow, là, on est des fat cats à cette heure. De quoi tu parles? Écoute, j'ai pas dit... Si tu peux pas... Écoute, à la base, il faudrait que la guerre finisse à 7 h le soir pour pas manquer à Paul aux œufs d'or. Ça, c'est juste une incitation à le faire très vite et très efficacement. C'est important de prendre son fusil, là. Puis... Ah non. C'est sûr. Si jamais on fait la souveraineté, c'est sûr qu'elle va être démocratique. Oh oui, je sais. Je faisais juste tout faire pour ridiculiser la chose. Mais non, il n'y a pas de manière que avec la dette qu'il y a, le Québec ne peut pas... il n'y a pas de manière de pas... Il faut qu'ils se commettent crédiblement. D'ailleurs, tant qu'ils ne le feront pas, là, ils ne gagneront pas. C'est ça que j'arrête pas de dire aux péquistes. Tant que vous faites ça un projet de gauche pour un Québec souverain, égalitaire, progressiste, on va avoir plus de pouvoir. Vous n'allez pas convaincre qui que ce soit. En fait, le problème, c'est que tu as plusieurs variables qui bougent lors d'une séparation. Tu dois te commettre à ne déplacer qu'une seule variable, c'est-à-dire qu'on devient autonome. Tu n'es pas en train de dire qu'est-ce que toutes les choses que tu vas faire. Tu dis, le seul objectif de ce gouvernement, c'est de faire la souveraineté et de quitter. Le reste, on votera ça ensemble avec des institutions. Puis voici toutes les manières que moi, chef PSPP, je m'attacherai les mains pour ne pas faire des choses qui ne sont pas sur la table présentement. Non, mais si ça, tu ne fais pas ça, on n'est pas là. Je sais, mais s'ils ne font pas ça, s'ils ne font pas ça, ils ne gagneront pas. Ce qu'on veut présentement, c'est bon. Imaginez-vous un Québec souverain. Est-ce qu'on met la face à Tipoel ou à Pauline sur la piastre québécoise? Mais tu vois, tant qu'ils font ces débats-là, ils ne gagneront pas. Ah non, la seule manière de gagner, pour vrai, c'est ce que je dis. Je suis sans aucun doute convaincu que c'est la seule manière que tu peux convaincre, puisque c'est un setting démocratique avec des tensions ethno-culturelles qui sont de plus en plus petites à travers le temps. La seule manière que tu peux le faire, c'est de te commettre à minimiser les affaires. Tu ne gagneras pas autrement. Fait que tant que les péquistes veulent faire leur niaiserie, puis tant qu'ils veulent faire l'indépendance à la Québec solidaire, ça ne se passera pas. Mais tant qu'ils veulent, je vais le résumer par une phrase qu'on aime bien dans le podcast, là, tant qu'ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul de la beurrière, il n'y a rien qui va changer. Parce qu'eux autres, en gros, là, ils font miroiter aux gens le mirage que ça va être pareil comme dans le Canada, avec les mêmes affaires, le même modèle sous perfusion artificielle, mais sans le Canada. Et ça, ça ne marche pas. Là. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est embarquez-vous dans notre projet, on va faire un pays, on vous avertit tout de suite, il va falloir sortir la chainsaw. Puis il y a beaucoup de trucs d'assistanat qui vont prendre le bord, mais au moins, Christy, on va être libre, on va faire nos affaires nous-mêmes. C'est ça qu'ils devraient dire. Là, ils sont en train d'essayer de ménager à chef puis le chou. Ouais, on va partir, on va perdre ça, mais il y a juste on va faire un petit peu d'attrition, puis ça va être correct, là. Puis à part de ça, hein, y a-tu quelqu'un qui a une idée de notre hymne national? Tu sais, ça marche pas, là. Oui, mais s'il disait... niaisage. Pour vrai, s'il disait, ce que j'ai toujours rêvé qu'il dise, on ramène le conseil législatif, on ne change pas la monarchie, on demeure, on votera sur la monarchie dans 10, 15 ans ou quelque chose comme ça. Tu te commets, là, tu t'attaches les mains le plus possible. Plus tu t'attaches les mains, plus tu minimises les coûts de la transition. Parce que plus les gens vont dire, ben il s'est enlevé tous les pouvoirs qu'il pouvait utiliser. C'est ça la chose c'est la seule chose qui va faire que ça fonctionne. Je sais que je me répète, là, mais les péquistes, là, tant qu'ils font autre chose que ça,
Ils vont juste parler aux nationalistes de cabane à sucre, comme j'avais dit. Ils vont tous se faire plaisir entre eux autres. Ça va être une grosse tranche de pain au milieu d'une salle, puis ça va donner ce que ça va donner avec l'image que je viens. Puis que les gens savent c'est quoi l'image de la tranche de pain que je viens de donner. C'est quoi que ça va donner. Ça donne. Je ne veux pas savoir c'est qui a le lunch à la fin. Mais ça donne Vincent, rien. Ça ira nulle part. La réalité, Vincent, c'est la suivante. 1, la séparation n'arrivera jamais. 2, toutes les fois qu'on perd notre temps à en parler, parce qu'il y a des idiots qui publient des budgets de l'an 1 dans les médias, puis qu'il y a des chauves qui les commentent, à toutes les fois qu'on perd notre temps sur ces sujets de marde-là, il n'y a rien qui avance. Tandis qu'on a des vraies choses à régler. Fallait que je le dise. Je suis désolé. Je ne sais pas qui tu ciblais particulièrement. Aucune calice d'idée. Non, écoute, c'est comme ça. Attends un petit peu. Là, je vais prendre une autre question. Go fuck yourself. Celle-là, j'aime bien. Pour vrai, je pense que c'est le show où est-ce que 3 amis peuvent se poivrer puis l'autre s'aimer à la fin. Ben oui. Qui aime bien châtie bien, comme tu dis. Très bien. Oui, c'est ça. Tristan qui pose une question plus pour Vincent. Quelle est la meilleure université pour étudier en économie? J'adore ça dans le monde. J'adore cette question-là, Frank. Sérieusement, là, je suis quasiment surpris en fait qu'on ne l'ait pas eu avant dans un Q&A. Je l'adore. Ça m'intéresse au fond, la réponse. Puis, pas juste la meilleure, faisant 5-6 des bonnes. Ouais, puis à la fin, donne la pire. Ben, je vais te dire, c'est quoi un bon économiste? Présentement, il y a une habitude en économie de tout mathématiser. Puis, je suis un excellent mathématicien. Et je déteste cette tendance-là. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de se montrer plus sophistiqués l'un que l'autre parmi les singes qui sont économistes. Et on oublie que notre travail, ce n'est pas juste d'être l'espèce de technocrate au service du maître, puis du roi, puis du prince. Et les économistes, présentement, font ça dans beaucoup d'universités. George Mason, puis les autres que je savais de mentionner, ne font pas ça. L'emphase... Donne-moi un exemple, c'est quoi mathématiser un ranking dans ta tête? Qu'est-ce que tu dis mathématiser un ranking? Ben, je veux dire, tu penses à quelque chose de négatif quand tu parles de mathématiser? Ça serait, par exemple, de dire, OK, je vais construire un modèle structurel pour planifier les effets des politiques que le gouvernement va faire au ministère des Finances pour, après ça, simuler toutes les choses qu'il devrait faire. Ça serait quoi la meilleure politique publique? Puis là, je vais essayer de simuler des choses de plus en plus extrêmes pour voir qu'est-ce qui arrive si on change la société au complet, puis qu'on change les institutions. Ben là, ça serait la chose que je trouve absolument méprisable. Dans la modélisation des politiques publiques. Ça coupe aussi, ce genre de tendance-là qui existe dans plein de disciplines, ça coupe le public carrément du monde universitaire. Parce que moi, les articles de Vincent qu'il envoie, je suis capable de les lire. Si tu commences à me sacrer une affaire avec 42 000 calculs dedans, puis tout, je veux dire, je vais passer par-dessus un peu, puis ça va me couler des mains. C'est comme un... Mais il y en a des articles techniques qui sont durs à lire, parce que la question, c'est des fois, tu inventes une nouvelle technique, mais c'est parce qu'il y en a que... Voici la manière dont je pourrais faire le ranking. Il y en a qui voient l'utilisation des mathématiques en économie comme une fin en soi, alors que pour moi, c'est juste un marteau. Moyen. C'est un marteau. Je veux dire. Puis des fois, j'en ai pas besoin. Des fois, j'ai pas besoin du marteau pour faire mon point. La vis, je peux la faire comme les vis de Ikea. Tu peux le faire avec tes doigts. Tu n'as pas besoin d'aller te border d'un marteau. Ouais, le marteau, tu n'es pas obligé. Le marteau, tu n'es pas toujours obligé de faire regarde mon beau marteau aussi. Oui, aussi. J'ai acheté le marteau de l'année avec une grippe en cuir ergonomique. Non, si c'est un marteau, tabarnak. Prends le premier qui fonctionne, puis ferme ta gueule. Mané, t'es comme, OK, mais c'est quoi que tu as construit avec le marteau? Ta gueule, j'ai rien construit. Check mon beau marteau. Moi, j'ai souvent l'impression que c'est le même quand c'est trop mathématisé. T'es comme, OK, mais mettons, l'idée générale, est-tu intéressante en arrière de ça où il y a juste... un beau marteau. Ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est parce que la raison que tu aurais besoin d'un modèle, c'est que si tu as une question très... La règle que je donne à mes étudiants, c'est que tu utilises... Plus ta question est précise, puis qu'il y a beaucoup plus de pièces mouvantes, plus tu as besoin d'un modèle sophistiqué. Ouais. Parce que des fois, c'est parce que si les deux variables peuvent jouer ensemble, là, il faut vraiment que tu prennes le temps de le faire. C'est important de le faire. Puis c'est pas le point, par contre, pour ça, c'est pas pour les autres que tu fais ça. C'est pour que toi, tu réalises si ça fait parfaitement du sens ce que tu dis. Parce que ça doit être cohérent. Mais c'est arrivé fréquemment que j'ai écrit des modèles puis que je les ai enlevés de l'article.
Puis que je l'ai dit, écoute, il y en a un, en fait, qui est dans European Journal of Law and Economics, qui s'appelle Ethnogenesis and Statelessness. C'est comment est-ce que c'est l'économique de la formation de groupes culturels. Pourquoi tu formes un nouveau groupe culturel. Puis il y a un modèle qui explique, en utilisant des concepts de géométrie, pourquoi tu formerais un nouveau groupe à partir de 2 groupes existants en l'absence d'un État. Donc, pourquoi dans des endroits où l'État a une faible portée, pourquoi tu formerais des groupes comme ça? Il y a un modèle théorique. On l'a enlevé de l'article, moi puis Louis. On a dit, garde, ça ne sert à rien de l'avoir. L'arbitre, en fait, disait que ça faisait distraction du point fondamental, puis qu'on avait bien expliqué la logique clairement. Mais on avait expliqué la logique clairement parce que le modèle avait tout clarifié pour nous. Mais à la fin, on l'a enlevé de l'article. Ah oui. Je l'ai encore, le modèle. Je pourrais Au pire, quelqu'un qui s'intéresse à ce travail-là, il t'envoie un email, il fait hey, by the way, c'est quoi le background de ça? Là, je peux y envoyer, mais ça arrive fréquemment que je refuse de publier le modèle. Je publie tout le temps mes données, mais si c'est juste des preuves puis que je fais dire qu'on arrive à ça, je ne le publie pas. Ou sinon, je le mets parce que des fois, il y en a un que j'ai fait aussi dans un autre article. Il y avait un point qui était intéressant, puis ça me permettait de tout simplifier l'exposition après. Parce que je pouvais dire, tant que le ratio des deux ne dépasse pas ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. Mais là, c'est parce qu'il fallait que je montre que c'est arrivé au ratio. Puis ça, quand je faisais les tests statistiques, je n'avais plus besoin de dire 50 000 affaires. Je pouvais juste dire le ratio maintenant respecte la logique que j'ai élaborée plus haut. Mais ça, c'est la logique d'utiliser des maths en économie. Il y en a que leur but, c'est look at me! Puis la deuxième, c'est je veux que le roi m'aime. Je veux être celui qui va être le conseiller du roi, ce que je dis à mes étudiants qu'ils n'ont pas le droit de faire. Je donne à mes étudiants, pour vrai, je dis il y a 4 règles quand tu es économiste. 1, tu ne fais pas de politique. 2, si un politicien te consulte... Tu peux juste écrire des rapports d'arbitre sur des budgets de l'heure. C'est la seule chose qu'on te permet de faire. Exact. 2, si un politicien te demande ta question, tu vas voir, j'ai déjà clarifié ça. J'ai agi en fonction de mes convictions ici. Si tu te fais demander, sache que le politicien se sert de toi. Il sait très bien ce que tu vas dire. Tu as été choisi en conséquence de ça. Donc, tu dois t'assurer que la seule personne à qui tu parles quand tu écris ton commentaire, c'est les autres économistes. Tu n'as de juge que tes pairs. Fait que là, tu es en train de dire, sachant que je me fais utiliser, utilise le politicien. T'as-tu rajouté la clause? Exactement. T'as-tu rajouté la clause, tu n'as pas le droit d'y aller, sauf si c'est pour aller parler en commission parlementaire avec Martine Ouellet. Ça, j'aurais aimé ça que tu l'écris. Règle numéro 3, c'est pas mal ça. Tu n'as pas le droit de sauf dire... Si c'est pour le plaisir. Tu n'as pas le droit de participer aux conversations et agir pour dire c'est quoi que le gouvernement devrait faire. Tu devrais toujours dire la liste des choses qui risquent de mal aller et tout ce qui n'a pas fonctionné. Et là, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et tu as le droit d'analyser toutes les choses du passé, tu as le droit d'utiliser toutes les méthodes que tu veux pour faire du assessment analysis, de voir c'est quoi l'effet de l'augmentation du salaire minimum, toutes ces choses-là. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tu n'as pas le droit de faire ça pour prédire ce qui va se passer. Tu n'as pas le droit. Quatrième, si tu décides de faire de la politique, tu n'as plus le droit d'utiliser le terme économiste. Je te refuse l'utilisation de ce terme-là tant et aussi longtemps que tu n'es pas revenu dans le secteur privé ou dans le monde académique. Et même après, je te donne 5 ans de probation. OK. Donc, on résume ce que tu viens de dire. Une bonne université, c'est une université qui forme des économistes qui ne font pas un culte des mathématiques, mais que pour eux, c'est un moyen et non une fin en soi, et qui ne les incite pas un pimp. Et qui ne les incite pas ou valorise le fait que l'économiste est une espèce de mouche à marde qui tourne autour du pouvoir. Yep. OK. Et ça, dans ce ranking-là, on a George Mason, on a quelle autre université? C'est la raison pourquoi tu n'aimes pas beaucoup Richard Thaler, dans le fond. Non, exactement. Parce que lui a toujours été proche du politique. J'ai des raisons économiques de ne pas aimer ce qu'il dit, parce qu'il y a des choses qu'il oublie. Mais je mets un gros discount sur ce qu'il dit parce qu'il est toujours et il veut toujours être proche des politiciens. Exact. Un économiste qui veut être aimé des politiciens, c'est un économiste qui me fait peur. Parce que je ne peux pas faire confiance à sa recherche. Il y en a un autre, par exemple, Justin Wolfers, qui est toujours proche des politiciens. Chaque fois qu'il dit quelque chose, même quand je suis d'accord, ça me terrorise. Ouais. Parce que je ne sais pas s'il y a eu le résultat qu'il voulait. Puis, je suis souvent d'accord avec lui. Puis c'est ça qui me fait peur parce que
quand je suis d'accord avec lui, ça me fait questionner mes propres opinions parce que je le sais que lui, il est prêt à faire des niaiseries comme ça. Le pire, c'est que Richard Thaler, il a une face de politicien. Je ne l'avais jamais vu en image, juste lu ses livres. Là. Puis c'est vrai qu'il a une face de politicose. Tu peux jamais. Un académique qui veut faire de la politique est une personne fondamentalement dangereuse. OK. Fait qu'après 9 minutes, je reviens au concept de la question. Quels sont les meilleurs? Là, tu nous as dit Mason, la meilleure, mais mettons que on va avoir. Texas Tech University. OK. Texas Tech. Texas Tech. T'as-tu déjà été là? Yep. Ben là, c'est pas les universités du CV, M. Gelozo, comme si ses choix étaient toujours éclairés. Là. Ils sont tous éclairés, mes choix. Okay. Middle Tennessee State University, auquel je n'ai pas été. Peut-être juste des universités que tu es vraiment dans la merde pour t'engager aussi. Tu as-tu déjà pensé? Ou... Peut-être. Mais probablement pas. Fait que Middle Tennessee State University, qui est en train de développer quelque chose de vraiment fantastique. University of Minnesota. Parce que là, ils font beaucoup de maths, mais dans leur tête à eux, c'est juste le but, c'est de comprendre les abstractions. Fait que c'est un peu plus abstrait, mais le but, c'est pas d'être les conseillers du roi. Fait que University of Minnesota, c'est là que Ed Prescott et Phil Kindland étaient. UCLA, University of California, Los Angeles, University of Chicago. Et je me demandais si tu allais la mettre Chicago. Je l'aurais mis au top il y a 20 ans. Il y a 10 ans, je l'aurais mis dans le top 5. Mais je te dirais que maintenant, il ressemble de plus en plus aux places que je dis de ne jamais aller, parce que là, on va aller au bas de la liste. Harvard, MIT, Princeton, Yale. Ils font de l'économie au MIT. Ben oui. Oui, c'est le plus gros. C'était là que les grands noms étaient Paul Samuelson, Bob Solow, en histoire économique, Peter Timmon, Darren Acemoglu. Je pensais mais il restait plus côté ingénierie et tout ça. Je pensais pas qu'il y avait non, mais ils ont la mentalité d'ingénieur. C'est juste qu'eux, c'est les ingénieurs de la société. Ça, c'est de la bande, ça. Là. Oui. Écoute, Samuelson, tantôt, on parlait des soviets et des statistiques qui manquaient. Ouais. Samuelson écrivait 2 textbooks qui étaient fondamentaux. Tu avais le textbook pour les undergrads que tout le monde avait. Tout le monde, dans les années 60, 70, 80, avait ça quand il rentrait au bac. Puis dans les années 60-70, Foundation of Economic Analysis, c'était le premier textbook de graduate. Fait que lui, il pognait des deux bords. T'arrivais, il te pognait. T'arrivais au autre niveau, il te pognait encore. Mais dans le textbook de undergrad, tu avais un graphique dedans qui disait quand est-ce que l'URSS va surpasser les États-Unis. Fait que l'édition, puis attends, c'est ça la partie qui est fun. L'édition de 1961, Overtake 1971. Édition de 1964, Overtake 1981. À chaque édition, à chaque style d'édition, il changeait le textbook. Puis il y a un de mes collègues ici à Mason qui a écrit un article là-dessus. À chaque textbook, il repoussait la date. À chaque fois, il ne s'est jamais posé la question si il y avait quelque chose qui. Qu'est-ce que je fais de croche? Peut-être que les chiffres étaient juste pas bons. Non. Puis après ça, on a découvert aussi que les chiffres qu'il utilisait, quand l'URSS a collapse, les niveaux étaient encore plus bas que ce que lui avait mis parce qu'ils prenaient leurs chiffres tels quels, mais il y avait aussi des hypothèses complètement débiles. Mais Paul Samuelson était le grand économiste du 20e siècle. C'était celui qui a ramené des méthodes incroyables de modélisation. C'est lui qui a... Écoute, il a écrit son textbook de doctorat pendant qu'il était un étudiant de doctorat. Wow. Puis ce textbook-là a révolutionné la profession. Ça devrait-tu te donner une idée que le gars était exceptionnellement intelligent, mais dès que tu lis ces articles-là, notamment, j'ai la collection des Collected Papers, il y en a qui écrit sur l'éthique de l'économiste. Et à toute fin pratique, ce gars-là, je ne l'aurais jamais mis en charge de quoi que ce soit. Parce que pour vrai, là, le mépris qu'il a pour le commun des mortels est absolument fulgurant. C'est lui, l'idée qu'il y ait des contraintes sur le pouvoir politique, là, ce que moi je dis depuis tout le temps, c'est absolument atroce. Comment est-ce que des gens comme lui pourraient diriger la société? C'est carrément ça qu'il dit à un moment donné quand il parle de Buchanan et de choses comme ça. J'étais là, get the fuck out! You're so full of yourself, you old fucking dipshit! Mais là, n'oubliez pas qu'on a des jeunes auditeurs quand même, dont la plus jeune, qui a peut-être maintenant 6 ans, mais qui avait 5 ans la dernière fois qu'on l'a entendu. C'est parce qu'un de nos auditeurs que pour endormir... Tu parles-tu d'une chercheur de l'Iris? Là? Parce que non, vraie... Ah non, mais comment? J'avais le droit de fesser sur l'Iris. Ben oui. C'est au moins une fois par podcast. Donc, c'est ça, on a un auditeur quand même qui écoute le trio avec sa jeune fille de 5 ans, qui supposément maintenant nous connaît...
et par nos noms, tout ça. Là, elle écoute pour de vrai. Mettons que cette jeune fille-là, là, elle veut devenir économiste. Là, puis elle ne peut pas sortir du Québec parce qu'elle n'a pas les moyens, mettons. C'est quoi j'allais dire la meilleure? Quelle est la moins pire des universités pour suivre un cursus en économie au Québec, là, selon ce que tu penses? Ce qui me fait capoter, c'est que je suis persuadé qu'il va dire l'UQAM. C'est drôle que tu dis ça, puis je te dirais que les deux que j'aime beaucoup, c'est Laval puis l'UQAM. Okay. L'UDM, moi, je me souviens que j'ai pas trippé sur mes années à l'UDM. L'UDM, c'était vraiment... Malgré la présence du HEC. Là. Malgré la présence de HEC, mais c'est parce que l'UDM avait vraiment la mentalité que... HEC, même, c'est rendu communiste en esti. Là. Attends. Il ne faut pas que tu oublies qu'à HEC, l'école de management est différente de l'Institut d'économie appliquée, qui est le département d'économie. Il y a des tensions absolument malaisantes. À chaque fois que je vois quelque chose et ça dit un tel du HEC, c'est des genres de crypto. C'est jamais des gens de l'Institut d'économie appliquée. OK. Fait que quand tu as Yves-Marie Abraham, il est de l'école de management. Hey, je me trompe-tu ou l'ENAP n'est pas si pire en économie? Ben, c'est ça. Pendant longtemps, l'ENAP était incroyable parce que tu avais Philippe Palda, tu avais Jean-Luc Miguet, tu avais beaucoup de monde comme ça qui étaient des foutument bons économistes. Mais qu'est-ce que Jean-Luc Miguet, comment il fait pour se ramasser à l'École nationale d'administration publique d'une certaine façon? Mais entre toi et moi, tu sais, c'est spécial pareil quand tu y penses un peu. Là. Ben, quand dans les années 70, tu n'avais pas tant de doctorants québécois que ça qui voulaient revenir au Québec. Fait que peut-être que tu voulais discriminer contre le libéral, mais tu n'avais pas tant de francophones que ça. Fait que là, tu te dis, le choix, c'est entre un anglophone qui pourrait partager mes croyances ou un libéral qui est francophone. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus important si je suis un nationaliste de cabane à sucre de pogner le francophone. J'aime pas ces idées, mais je pense pour vrai que la raison que tu avais des Gérard Bélanger, des Jean-Luc Miguet, des Philippe Palda qui ont rentré au Québec, c'est parce que des nationalistes avaient toujours une mini-préférence pour des Québécois. Même s'ils n'avaient pas la bonne opinion, parce que l'alternative, c'était d'embaucher un anglo. Pour vrai, je suis vraiment convaincu que c'est la seule raison que tu as eu dans les universités québécoises des libéraux classiques. Moi, j'ai eu des cours à l'Université Laval d'économie avec M. Fortin. C'était Bernard, je pense. Yep. Il est très bon, Bernard Fortin. J'ai pas détesté. Du doublage, là. Non. Okay, j'ai pas détesté, honnêtement. Malgré mes très faibles présences à ses cours, j'ai pas détesté. Son livre d'économie, honnêtement, je l'avais dévoré. Là. Mais tu sais, ce qui est bon pour une chose qui rend Laval très bon, l'éloignement de Montréal. Ça a l'air con, mais des fois, là, pas. Oh, non, mais c'est une des choses qui. Pourquoi Chicago a été l'université dominante des années 50, 60, 70, 80? Parce qu'elle n'était pas dans le centre culturel des choses qui se passaient. La distance permettait une indépendance d'esprit. T'es loin des journalistes, t'es loin des politiciens. Exactement. Donc, tes incitations sont différentes. Puis, mais les gens que je connais à Laval, je te dirais que je fais ma liste des amis économistes que j'ai québécois, d'accord ou pas d'accord. Là. Je ne ferai pas sur la base de s'ils partagent mes idées libérales. La plupart de mes amis économistes sont à Laval. De beaucoup. J'ai tissé très facilement des liens avec des gens de Laval. Je peux te nommer comme... des liens avec tout le monde, Vincent. Oui, mais dans le sens que c'est pas juste je les considère pas juste des collègues. Si tu me demandes si je les considère des amis, donc, tu sais, est-ce que je sortirais de mon chemin pour aller passer du temps avec eux? Oui. Là-bas, là, c'est là que j'en ai le plus. Bon, ben, écoute, bonne nouvelle. L'Université Laval, for the win. Yep, je dirais Laval. L'Université Laval. Puis l'UQAM, c'est quoi qui se passait à l'UQAM pour qu'en économie, soit pas si pire? Denis Julien, d'ailleurs, est un maître en économie de l'UQAM. 3 personnes. John McCollum, qui a été ministre libéral plus tard. Donc, c'est la chose la plus atroce que j'ai à dire à propos de lui. Mais le reste, c'est correct. mais il était vraiment fascinant comme économiste. Puis des histoires que Germain m'a contées sur lui qui est absolument hilarant, ce gars-là, je pense. Apparemment, c'était une légende. Mais parce que Germain enseignait à l'UQAM et au HEC également. Hein. Yep. Il faisait les deux. Là. Yep. Fait qu'ils étaient amis. Puis c'était son prof parce qu'à un moment donné, Germain était à l'UQAM. Fait que tu avais John McCallum, tu avais Steve Ambler. Steve Ambler qui est probablement un des économistes québécois les plus underrated qu'il n'y a pas. Steve est absolument brillant. C'est un excellent économiste. Il est
Est-ce qu'il est underrated parce qu'il n'y a pas un nom francophone? Non, je sais pas si c'est ça. Je pense que c'est juste quelqu'un qui a une personnalité qui est celle de l'académique sérieux, qui se motive uniquement sur les questions académiques. Oui, il veut participer aux autres débats, mais son attitude de sérieux, et il ne donne pas de coup de gueule, il est très calculé dans sa pensée. Il n'a pas le même tempérament un peu colérique que moi j'ai, qui des fois me sert pour me faire passer, mais aussi me nuit. Steve n'a pas ce tempérament colérique-là. Il est un personnage absolument brillant, mais c'est aussi un économiste monétaire qui a produit énormément de recherches de super haute qualité. Fait que tu avais lui, puis tu avais Alain Paquet, qui lui, je peux aussi dire la pire chose qu'il a faite, c'est qu'il a été ministre libéral. Comme je te dis, je pense que l'économiste doit rester loin de la politique, mais Alain est un excellent économiste aussi. Au moins, dans ce temps-là, les libéraux recrutaient des libéraux, Ciboire. Ils recrutaient pas oui, Alain est très clairement du côté... je veux dire, pas aussi libéral que moi je le suis, mais Alain était clairement libéral. Oui, mais pas aussi libéral que toi, ça reste quand même le plus libéral des libéraux actuels. De beaucoup. Politiquement parlant. De beaucoup. Tu compares ça avec ce qu'on a en ce moment. Là. En tout cas, on va rester gentil, là, mais... Non, on n'a pas besoin d'être gentil. Il n'y en a plus de libéraux au Parti libéral. Point barre. Justement, parlant de pas gentil, on va migrer pour le reste des questions. Pour quelques autres questions à la partie... On a quand même fait 3. On a fait 4. Non, plus que ça. On a fait 4 questions. OK. Oui, mais ça a permis de jaser de plein d'autres affaires. Donc, on continue sur Patreon, les amis. Il y a encore plusieurs questions que les gens nous ont laissées sur la page Patreon, justement. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir le reste du contenu, mais aussi pour les prochaines fois de poser votre question à vous, vous pouvez nous rejoindre. En fait, vous devriez nous rejoindre sur le patreon.com/Sénéchal. C'est peut-être capitaliste, mais ça vaut la peine.